a la même déclinaison. On a la même déclinaison, mais aussi c'est les mêmes démarches. Le but du label rouge, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que ça me paraissait intéressant aussi de diffuser un petit peu sur Et quand on voit ça, c'est stagiaire, mais on peut imaginer qu'un point de vente, donc quand on voit les process d'équipe et les possibilités d'achat depuis la carcasse ou alors en PC ou alors jusqu'au transformer. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un point de vente qui a contractualisé effectivement avec une ODG sur une race donnée, avec des éleveurs qui seront attribués par rapport à ces races ou à cette race. On peut imaginer qu'il va avoir jusqu'à son steak haché label rouge en market. Alors oui et non. Oui, issu de. Issu de, oui, mais non, mais j'aime, oui. Mais pas estampillé. Oui. Et oui, c'est le cas. Et on le fait dans plusieurs contrats, notamment label rouge IGP Vendée, avec quelques super U, où on stick le steak haché label rouge. Un marque issu propre de. ou bien juste stické comme ça Marque d'ODG, puisque toute la PLV a été soumise à la législation de l'ODG. Donc là, on arrive à faire des choses. Ouais, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Là, on voit qu'on peut aller que du LS. Il n'y a pas que c'est ce que j'ai vu, du LS. C'est génial. Et puis vous faites le bœuf, le veau, la nuit, le porc. Oui, volaille. Volaille aussi, parce que je n'ai pas parlé de Non, volaille, le volaille, alors le volaille c'est différent. On est sur un système de négoce, achat-vente, mais pareil, que sur du certifié label rouge, etc. Que les viandes, ce qu'on appelle bidou, dans notre jargon un peu premium. Et l'idée étant de servir un rayon de A à Z. Et voilà, c'est un système négoce. Voilà. Ouais, la volaille, c'est avec des entreprises comme Savi, locales, qui font que du label rouge, que du certifié, du bio, etc. On peut tout imaginer dans les segmentations de marché. Et la finition au lin, c'est historique. Ça, c'est une marque d'entreprise. C'est pour ça que je vous faisais abstraction de tout ça. Mais il faut savoir que toute cette nutrition, elle est référencée dans les cadres des cahiers des charges du label rouge. Donc, on arrive aujourd'hui chez nous à un bovin pour rentrer dans 2 ou 3 démarches par sa démarche de production. Moi, ce qui me rappelle, c'est. Et donc, on fait du menu à la carte quelque part. Si la merde, on s'est découpé, estampillé, notifié, vous trouvez que c'était. Ça me confirmerait qu'on ferait la visite de comment on fonctionne. Et Marc introduit bien ça en expliquant que notre métier, c'est vraiment l'identité, l'histoire qu'on va raconter autour de la vache ou du cochon, etc. Et derrière, de pouvoir, par nos vecteurs de communication qui sont nos clients, et c'est là où on a un travail énorme, c'est pour ça qu'on fait des formations, pour aller beaucoup plus loin, pour toucher le consommateur. Mais ça m'a frappé une qualité. C'est très progressif. C'est très professionnel. Moi, ça m'a vraiment frappé. Non, on va prendre le PC de Philippe. Oui, mais après, Si vous avez des questions, je ne sais pas. Est-ce que par exemple, parce que j'ai regardé sur Internet, il y a parfois des contrôles comme ça, parce que c'est le gouvernement la label rouge, c'est un peu le gouvernement qui... Le label rouge est sous l'égide d'une loi qui encadre entièrement tout ceci. Ça fait partie du code pénal des bons ruraux. Voilà, exactement. Il y a un article L641 qui encadre tout le statut complet du code de la label rouge qui doit respecter un cahier des charges. Voilà. Un cahier des charges. Voilà, C'est ça. Pour nous, le ripoupette, on doit l'avoir entre 3 et 5 mois et demi. On doit l'avoir entre 130 et 150 kg. Si on dépasse ça, il est déclassé. Donc il passe à un simple culard de tous les jours. Voilà. Mais il doit respecter un cahier des charges strict. Pour nous, le ripoupette, autrefois, on le mettait dans des box individuelles, on nous l'a interdit. On nous a demandé dans des box par groupe de 5 ou 6 avec des clés en bois et de la paille. Bon, on leur a fait comprendre que c'était bien, mais après nous, on leur rajoute le museau. Parce que les maquignons, ils ne veulent pas qu'ils mangent la paille parce que ça modifie l'aspect et la couleur de la viande. Exactement. Mais ça respecte un cahier des charges très strict. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, oui, c'est du label rouge, et puis ils conditionnent ça, et puis il y a des contrôles. Voilà, il y a des contrôles, on a des inspecteurs de la DSV, c'est autrefois la DSV, la direction des services vétérinaires, qui maintenant c'est la protection de la population. On pourrait demander peut-être à Anthony qui nous apporte son témoignage. Chaque cahier des charges est soumis à un organisme certificateur. Tous les cahiers des charges label rouge, on parle de bœuf, de veau,
d'agneau est soumis à un organisme certificateur qui est justement chargé au bon fonctionnement du cahier des charges. D'accord. Donc cet organisme certificateur, il peut intervenir aussi bien dans les abattoirs, dans les points de vente, pour faire des contrôles, savoir si la viande est bien label, les factures sont bien label, si l'affichage point de vente est bien label, et correspond bien aux factures, jusqu'aux ODG, donc les associations qui gèrent les cahiers des charges label rouge. Donc là aussi, on a des contrôles qui sont effectués. C'est ça, voilà. Il faut compter chez tous les différents opérateurs, donc point de vente, abattoir, organisme de gestion, il faut compter et éleveur, un contrôle par an. Il peut y avoir des contrôles inopinés derrière. Ah oui. C'est un peu comme le contrôle bio, pareil, ils viennent comme ça, oui, voilà. aléatoire, et puis on ne sait pas, voilà. Parce que ça les peut être... inopinés, ils ont eu tous les combien. Voilà. Généralement, l'organisme certificateur va cibler des points de vente, des éleveurs qui vont être appelés, et puis ils vont les appeler, puis ils vont les effectuer. Et sur quels critères ils ont choisi comme ça? À aucun moment ils sanctionnent. Il y a ce qu'on appelle des conformités qui sont mises en place, mais en lien avec l'ODG. Donc il y a des choses qui sont mises en place derrière s'il y a des dysfonctionnements au point de vente ou en abattoir. Et comment ils sont sélectionnés pour les contrôles? C'est inopinément. Inopinément, d'accord. À part si on a vraiment un doute. Des bruits de couloir sur certains, voilà. Mais voilà. Donc ça c'est le rôle du cahier des charges de veiller au bon fonctionnement du cahier des charges. De A à Z. D'accord, merci. J'avais une question. L'alimentation au lin, elle apporte quoi à la viande? La couleur, Je teste de plus pour comprendre. Aujourd'hui, en fait, par expérience, dans nos métiers, et vous l'avez pareil dans tous les produits agricoles, on retrouve un goût bien particulier sur la période de mai, juin, juillet au niveau de tous les produits agricoles, que ce soit du lait, de la viande, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'herbe de printemps est quelque part la meilleure nourriture pour tous les animaux et notamment les ruminants. Nous, on se dit dans notre métier, mais il faut que le consommateur ait accès 52 semaines à ce genre de produit. Et la nature, par ses carences, à un moment ou à un autre, ne peut pas apporter toute cette herbe de printemps toute l'année. Et il se trouve que l'herbe de printemps, quand on regarde un peu plus chimiquement les choses, c'est la nourriture qui est la plus riche en acides gras insaturés, qui est l'oméga 3. Et quelle est la source végétale, la deuxième plus contributrice à ces acides gras insaturés? C'est le lin. Mais le lin, il n'est pas digestible. Donc, il fallait trouver des astuces, notamment de cuisson, pour que toutes les matières nobles de cette plante-là puissent être incorporées dans l'alimentation des ruminants.